Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop. Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Brice Masneau, responsable merchandising à l'AS Saint-Étienne. Avec lui, nous avons évoqué son quotidien, la gestion de la boutique et du site e-commerce de la SSE, mais aussi la vente des maillots, la tendance du vintage avec le glorieux passé du club ainsi que la gamme Lifestyle. Nous sommes également revenus sur les attentes des supporters, sur ses inspirations pour améliorer l'expérience de ces mêmes supporters, et enfin l'emblématique supporter lui aussi des Verts, Timothée Chalamet. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Brice Masneau. Bonjour Brice Masneau et bienvenue dans le podcast Prolongation. Salut Johan. Alors Brice, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué? Alors ça peut être par son scénario, ça peut être par un résultat brut, par une émotion particulière que tu as pu ressentir. J'aime bien dire que c'est ta Madeleine de Proust et ça peut être un match d'enfance, d'adolescence, à la télé, au stade, suivi même à la radio. Parfois on a des excellents souvenirs de matchs suivis à la radio dans une autre époque. Bah, c'est pas forcément le meilleur souvenir, mais en tout cas, c'est le souvenir qui m'a le plus marqué et qui a lancé un peu, si j'aime le foot aujourd'hui, c'est mon premier souvenir à Geoffroy Guichard, forcément. C'était mon père et mon grand-père qui m'avaient amené, qui m'avaient invité et on était allé voir un Saint-Étienne PSG à l'époque. C'était en 91 de mémoire. D'accord. Ça m'a marqué parce qu'à l'époque, je collectionnais les vignettes Panini et en face, il y avait un certain Amar Simba qui, je sais pas pourquoi, c'est un joueur qui m'avait marqué, certainement par ses retournées acrobatiques à l'époque. Et puis voilà, et donc en plus, on avait gagné 3-0. Donc ça a lancé ma carrière de supporter de l'AS. Alors, tu as parlé de ta collection Panini. C'était quoi ton rapport au foot enfant et ado? Est-ce que tu étais, alors tu disais collectionneur Panini, est-ce que tu jouais au foot? Est-ce que tu étais du genre à vouloir toujours aller au stade? Est-ce que tu aimais bien aussi le confort de regarder la télé? Quel type de rapport tu avais avec le foot? Non, bah moi, j'ai jamais joué au foot en club, toujours dans la cour d'école. J'ai plutôt joué au basket quand j'étais gamin. Mais en fait, mon rapport, il est assez simple, c'est que j'avais un grand-père qui était un grand fan de l'AS Saint-Étienne, un grand fan de football aussi, et qui m'a montré les cassettes vidéo, qui m'a inculqué un peu cette culture du foot. C'était aussi un commerçant du centre-ville de Saint-Étienne, donc qui décorait sa vitrine aux couleurs de l'AS Saint-Étienne. Voilà, il a participé à certains déplacements européens, donc forcément, il m'a inculqué cette culture du foot. Et il m'a très vite amené au stade. Mon père a suivi, ma mère aussi est une fan des Verts, donc voilà, ça fait partie des discussions à la maison, en famille. On a l'habitude de faire ça. Donc c'était assez simple et finalement assez naturel pour moi d'être fan de foot et de regarder ça aussi à la télé quand il y avait à l'époque c'était souvent l'Olympique de Marseille par rapport à son épopée européenne qui passait quand je commençais de regarder les matchs à la télé. Mais voilà, j'ai bercé dans cette culture du foot et elle a continué au fil des ans. Tu parlais des vitrines des commerçants. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu le vois, ça? Est-ce qu'ils jouent encore le jeu? Parce que moi, je suis originaire d'Auxerre.
Et dans les années 90, alors c'est peut-être aussi rapport aux résultats du club, etc., mais toutes les vitrines étaient décorées aux couleurs de la GIA. Il y avait les posters des matchs, parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de posters à chaque jour de match, avec aussi tout ce qui était bleu et blanc qu'ils pouvaient trouver et qu'ils mettaient en vitrine. Aujourd'hui, on l'a plus du tout. Est-ce qu'à Saint-Étienne, vous l'avez encore ça? On a des petits fanions, des petites choses qui traînent dans certaines vitrines, mais effectivement, je pense que c'est moins que qu'à la grande époque, dans les années 70 où voilà, tous les commerçants de la ville étaient aux couleurs de la SS. Je pense même que c'était plutôt même national à l'époque. Mais non, on retrouve un petit peu moins cette partie-là. On a toujours des gens qui portent le maillot et on voit toujours du vert en centre-ville, mais je pense que les commerçants jouent un petit peu moins le jeu aujourd'hui. Et comme tu le disais, c'est sans doute aussi en rapport avec les résultats sportifs. Après, de mémoire, quand il y a eu certains matchs européens comme Manchester il y a quelques années, je pense que le centre-ville était plus vert que ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une phrase qui avait évidemment marqué beaucoup de gens. Toi, tu travailles à la Saint-Étienne, tu es supporter de la Saint-Étienne. Et il y a quelques années, un président de club de Ligue 1 avait expliqué qu'il constatait qu'il y avait beaucoup trop de salariés supporters dans son club et que pour lui, ça ne lui allait pas en tout cas. Il expliquait que en cas de mauvais résultats, tout le monde était déprimé au club les jours qui suivaient. Toi qui es salarié et supporter de la SSE, comment tu gères les aléas sportifs du club dans ta mission quotidienne? Parce qu'on va le dire tout à l'heure, ça fait un peu plus de 6 ans que tu es au club. Donc, tu as connu des bons moments et des moments plus difficiles. Comment tu gères cette question sportive sur ce qu'en tout cas constatait le président de Ligue 1 de l'époque, la motivation, la volonté de repartir de l'avant ou la déprime en cas de mauvais résultats? Bah ouais, c'est un sujet qui peut être compliqué et forcément qui affecte au quotidien quand ça se passe pas bien sur le terrain et à l'inverse, quand ça se passe bien, ben on est euphorique aussi par rapport à ça et on vit certainement aussi ce qui se passe sur le terrain un peu différemment qu'un supporter, qu'un simple supporter, parce que bah, ça peut toucher aussi ça touche forcément notre vie pro et notre vie perso quand il y a des résultats négatifs ou positifs sur le terrain. Donc voilà, faut faire après la part des choses. Il faut mettre de côté parfois certaines émotions, essayer de passer outre et puis faire son boulot du mieux qu'on peut. Mais voilà, c'est forcément tout est lié et parfois on a l'impression de faire le meilleur job du monde et en tout cas d'être le meilleur dans son boulot et puis finalement bah, ce qui va se passer le week-end a une incidence sur ce qu'on vient de mettre en place et inversement bah, parfois le résultat fait que ça sublime le travail qu'on peut faire au quotidien donc voilà les deux sont liés et forcément ça affecte et forcément le lundi matin quand il y a une défaite le week-end ou pire, ce qu'on a connu il y a 2 saisons quand on descend en Ligue 2, et bah les débuts de semaine sont compliqués, mais après, voilà, il faut repartir et on doit, finalement, comme les footballeurs sur le terrain, on a un métier, faut le faire et donc il faut continuer à le faire. L'autre manière de voir la chose ou la relation supporter-salarié, c'est aussi que le fait d'être supporter et de travailler au sein du club facilite aussi certaines choses, la connaissance du club, la culture club, la connaissance des attentes des supporters. On va y revenir avec toi tout à l'heure parce que tu as un poste où le contact avec le supporter existe et il y a beaucoup d'attentes du côté des supporters vis-à-vis de ta fonction aujourd'hui. Tu arrivais à la SSE il y a un peu plus de 6 ans. Tu n'avais pas le même poste qu'aujourd'hui. Tu n'étais pas responsable merchandising à l'époque. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais à l'époque? Et si pour toi, question complémentaire, entrer dans un club pro, et pas n'importe lequel, puisque tu étais supporter de la SSE, était un objectif clair ou finalement, tu aurais pu continuer dans ce qu'on appelle le monde des agences ou chez un équipementier ou ce genre de choses-là? Déjà, pour répondre à la première partie de la question, oui, forcément, le fait d'avoir été supporter, d'avoir été un client de la boutique, bah, ça permet de mieux connaître finalement sa cible, de connaître ses supporters, de connaître les gens qui ont envie d'acheter des produits chez nous. Donc ça aide aussi au quotidien puisqu'on on peut répondre peut-être plus facilement
aux besoins de nos supporters que quelqu'un qui serait extérieur à ça et aussi garantir un peu garantir les valeurs du club, les valeurs qu'on essaye de transmettre au quotidien. Ça, je pense, c'est important. Et effectivement, avant d'arriver au merchandising à la Saint-Etienne, j'ai passé 5 ans au marketing. Donc, j'étais en charge du CRM, donc de la relation client, supporter plutôt même, où bah, au quotidien, on met des actions en place pour garder le contact avec nos supporters, les mettre en avant la billetterie, mettre en avant la boutique, mettre en avant les actions du club, le contenu que peut proposer la communication, voilà, toute une série de contenus à destination de nos supporters. Donc ça a rythmé pendant ouais, presque 5 ans mon quotidien. Et je suis passé au merchandising effectivement il y a un an. Et travailler dans un club pro, c'était pas forcément un objectif au départ. C'est plutôt des opportunités et des rencontres qui ont fait que bah, je suis arrivé à l'AS Saint-Étienne. J'avais une volonté à la base plutôt de partir de la région parisienne parce que j'avais passé de nombreuses années à Paris et la vie familiale fait que bah, parfois on a envie de changement et on a envie de retrouver aussi un lieu géographique avec lequel on est attaché. Et voilà, à l'époque, c'est plutôt finalement une opportunité qui a fait que je suis arrivé à l'AS Saint-Étienne que vraiment un objectif, moi, pro. C'est vrai que le milieu des agences de marketing sportif et aussi mon passé chez un équipementier, Adidas pour pas le nommer, c'était des choses qui me plaisaient et que je me voyais continuer. Mais comme je disais, c'est une opportunité qui a fait que je suis arrivé à la Saint-Étienne et qui m'a permis de partir de la région parisienne. Je te propose de poser quelques bases maintenant pour nos auditeurs, qu'ils aient bien en tête le contexte quand on parle de merchandising et aussi pour essayer d'entrer un peu dans ton univers au quotidien. La première chose, évidemment, quand on parle de produits dérivés, c'est la boutique des verres, la boutique du club de manière générale, la boutique des verres en l'occurrence ici. Est-ce que tu peux me dire, me donner un peu quelques détails sur cette boutique, où elle se situe, combien il y a d'employés, combien de mètres carrés à peu près, combien de produits on peut y trouver, quelle quantité de stock vous avez, enfin tu vois, un peu de matière pour que les gens rentrent petit à petit un peu dans cet univers-là et qu'ils comprennent aussi ce que tu as en charge au quotidien. Ouais, pas de souci. Donc, en fait, la boutique, historiquement, il y a très, très longtemps, elle était rattachée au stade et elle a basculé à quelques dizaines de mètres du stade Geoffroy Guichard au début des années 2000, suite à la Coupe du Monde de rugby où il y a eu des rénovations. La Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de foot, pardon, en 98. Ça a délocalisé la boutique. Elle est partie un petit peu, elle s'est éloignée du stade. On n'est pas très loin, hein. On doit être à une cinquantaine de mètres du stade Geoffroy Guichard. Et donc, bah, depuis 20 ans maintenant, elle est à cet endroit-là. On a à peu près 800 mètres carrés de surface de vente aujourd'hui. Ça fait sans doute l'une des boutiques les plus grandes de France, L1 et L2 confondus, hein. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une surface qui est importante, sachant qu'aujourd'hui, on n'a que cette boutique-là. Il y a pas mal de clubs qui ont à la fois une boutique stade et une boutique en centre-ville. Nous, pour le moment, le choix, il est clairement identifié au stade Geoffroy Guichard. Aujourd'hui, la boutique, elle est quand même événementialisée. Elle change d'aspect finalement chaque saison parce qu'on a la chance d'avoir une grande vitrophanie autour de la boutique, ce qui fait qu'on l'événementialise et on la met aux couleurs de la nouvelle saison et des nouveaux maillots chaque saison. Ok. Euh, voilà. Aujourd'hui, on est en tout, si on prend que la partie merchandising, il y a 6 personnes avec moi. Donc, il y en a 4 qui sont vraiment dédiées à la boutique, à l'espace de vente, et une personne qui est dédiée à la préparation de commandes pour toute la partie web et au service après-vente, qui est principalement lié au web, parce que bah, on fait toute l'expédition de nos commandes depuis la boutique. C'est D'accord. un seul et même stock qui est ici à la boutique.
et Oui, qui donc gère d'où bah, la le. nécessité, j'imagine, d'avoir un espace de stockage important, parce que si vous faites boutique plus web, faut quand même pouvoir stocker un grand nombre de références. Et après, en plus de ça, on a quand même un entrepôt Ok. euh, qui est situé à quelques dizaines de minutes de Saint-Étienne. Donc là, on a à peu près 500 mètres carrés d'entrepôt où bah, on peut stocker quand même pas mal de produits. Et au quotidien, chaque semaine, il y a des transferts de marchandises entre ces deux entités, mais le stock principal, il est quand même à la boutique. Et parce que au quotidien, on travaille ici, on est ouvert du mardi au samedi, donc sur des amplitudes horaires quand même assez importantes. Il nous faut répondre aux besoins et à la clientèle qu'on a à la boutique. La boutique, tu le disais, elle est à côté du stade. Je regardais un peu une carte de Saint-Étienne, parce que je n'ai pas eu encore la chance d'aller à Geoffroy Guichard, pour me rendre compte de la distance par rapport au centre-ville. Tu me confirmes que c'est à peu près 2 kilomètres, plus ou moins 2 kilomètres, entre le centre-centre et le stade Geoffroy Guichard? Oui, si on prend l'hypercentre, oui, on doit être à peu près à ça, 2-3 kilomètres. Ouais. Sur le papier, évidemment, tu disais tout à l'heure, il y a des clubs qui ont une boutique stade et une boutique centre-ville parce que le centre-ville est un énorme point de passage du lundi au vendredi, donc en dehors des matchs, même si maintenant le lundi soir, ça peut être aussi des matchs en Ligue 2. Est-ce que vous mettez des choses en place pour attirer les gens en dehors des matchs, donc plutôt la semaine, j'ai envie de présenter la chose comme ça, au niveau de la boutique proche du stade pour essayer d'avoir un maximum de gens qui viennent vous voir, viennent acheter évidemment des produits. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est un peu liée d'ailleurs, est-ce que tu as noté une différence sur le type de produits qui peuvent être vendus en semaine d'un côté et le week-end, donc jour de match par exemple, de l'autre? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence ou pas du tout? Pour la première partie de question, on met parfois quelques petites animations pour faire venir les gens hors jour de match. Effectivement, dernier exemple en date, voilà, on a du café avec un partenaire local du café Saint-Étienne. Ok. Et ben voilà, on en a profité pour faire une petite dégustation, essayer d'inciter nos supporters à venir le hors jour de match. Après, voilà, Saint-Étienne, c'est une ville quand même à taille moyenne, donc on peut se déplacer assez facilement. Il y a le tram qui pose vraiment devant la boutique et qui est en lien direct avec le centre-ville. Même en voiture, c'est assez facile de venir au stade, c'est rapide, il n'y a pas beaucoup de temps de transport. Donc voilà, je pense pas qu'on souffre vraiment du fait de ne pas être en plein centre-ville euh, par le fait, la taille de Bien la sûr. ville et surtout que le stade finalement est pas si loin du centre-ville, même à pied, c'est quelque chose qui peut se faire. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question. La différence du type de produit qui se vend en semaine et en jour de match. Ouais, bien sûr, jour de match, Maillot. voilà le maillot et on va dire les accessoires du stade, les écharpes, les drapeaux, tous ces produits-là, forcément, c'est des best-sellers sur les jours de match. Hors jour de match, on va être plutôt sur des produits cadeaux, plutôt, on va en profiter pour essayer des vêtements, sur la partie lifestyle, voilà, des produits qui sont peut-être moins corrélés à vraiment le match et le stade et la tribune. Il y a un domaine dans l'industrie de l'habillement qui fonctionne très bien, et notamment du côté du sport, c'est tout ce qui est vintage. Notamment dans les clubs ou les franchises, pour parler des sports américains. La SSE a évidemment une très grande histoire que chacun connaît, pas besoin de la rappeler. Au niveau des produits, est-ce que vous vous appuyez sur justement cette histoire pour développer des gammes un peu spéciales, des produits un peu spéciaux, des choses relatives à l'histoire de la SSE? J'ai vu par exemple qu'il y avait eu des choses de fait autour des 90 ans. Est-ce que ça peut être amené à se répéter, à se développer encore plus? Parce que finalement, on le voit quelque part avec cette évolution du football et ce tourbillon qui continue sans cesse, etc. Il y a toute une partie de supporters qui sont de plus en plus attachés à ce qu'ils ont connu eux avant, entre guillemets, dans l'évolution du football et donc qui sont à la recherche
d'anciens maillots, d'objets célébrant les grandes heures de la SSE? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est un point important. Aujourd'hui, c'est vrai on a une historique qui est quand même assez fournie au sein de la Saint-Étienne. On a un club qui a 90 ans, qui a eu 90 ans en 2023 et on a quasiment eu des temps forts dans chacune des décennies depuis. Ça a commencé dans les années 50 avec les premiers titres jusqu'à les années 2010 avec la Coupe de la Ligue et les matchs européens. Donc voilà, on arrive à chaque génération a finalement son repère, à les maillots auxquels il fait référence, pas forcément d'ailleurs que la grande période des années 70. Là, pas plus tard qu'hier, on a sorti une sorte de réédition, en tout cas une inspiration d'un maillot des années 90, du milieu des années 90. Et voilà, ça a été un succès. Ça a été un succès depuis 24 heures. C'est un produit qui sort bien et que nos supporters apprécient. Donc oui, effectivement, on va essayer en tout cas dans les prochains mois, prochaines saisons, d'essayer de toucher toutes les phases de l'histoire du club et de toucher pas forcément les années 70, et, mais aller sur d'autres années qui ont marqué l'histoire du club. Le maillot dont je fais référence et qui est sorti hier, c'est pas forcément une période très faste du club, mais voilà, c'est des périodes qui ont marqué les trentenaires, quarantenaires qui sont aujourd'hui au stade. Et donc, ça fait référence à ça et nos supporters apprécient. Et puis, c'est vrai que on a toujours un peu un côté nostalgique du foot des années précédentes. On est tous comme ce que tu disais tout à l'heure, attirés par ce qui se passait dans les années précédentes. Et on se doit d'aussi faire rayonner l'histoire du club à travers nos produits en boutique. L'univers du maillot de foot propose des nouveaux business, notamment. Vous avez sans doute, je parle plus aux auditeurs là, mais lu, pardon, ou entendu ou vu certains de ces nouveaux business. Je pense par exemple à l'achat-revente d'anciens maillots. Il y a des sites spécialisés, hein, Vintage Football Area, le Parc à maillots, ce genre de sites-là. Il y a un autre truc qui est vraiment en train d'exploser, c'est les box mystères. Je voyais un bon maillot, la boîte à maillot, tout le monde en fait, même des gros sites qui n'en faisaient pas avant se mettent un peu sur ce secteur-là. Est-ce que c'est des choses que vous regardez, vous, à la SSE? En pensant à ça, je me disais, je ne sais pas si vous réussissez, parce que ça va être des accords, je pense, avec les anciens équipementiers, etc. Mais je sais pas si vous devez rendre les stocks, par exemple, de ce qui n'est pas vendu ou ce genre de choses-là, mais si vous arrangez pour tout vendre avec des énormes soldes en fin de saison, mais je me dis, ça pourrait être sympa, moi, si j'étais supporter de la SSE. Une box mystère, sachant que tu peux pas en faire tous les mois, mais t'en ferais, je sais pas, deux par an, où tu peux gagner tu sais pas quel maillot tu vas gagner. Ça peut être le maillot, je sais pas, je te dis n'importe quoi, hein, 2014-2015, ça peut être le maillot 97-98, ça peut être le maillot 85-86, enfin ce type de choses-là. Ou des rééditions, ça peut être des maillots Third, des maillots away, des maillots domicile. Est-ce que vous regardez un peu comment évolue le business du maillot et est-ce que ça peut vous donner des idées sur des développements de votre côté? Ah oui, forcément, on s'appuie sur les tendances du moment et on essaie de regarder ce qui se fait. Après, nous, la contrainte qu'on peut avoir, c'est que on est lié quand même à un équipementier à un instant T. Voilà. Aujourd'hui, c'est Hummel et par rapport à ce partenariat-là, il serait compliqué de vendre des maillots, même, je pense impossible de vendre des maillots d'autres équipementiers qui ont été équipementiers du club par le passé. Donc Mhm. ça, c'est quand même une contrainte importante. Mais le fait de recevoir un produit mystère ou un maillot porté d'un joueur dans la saison, ce genre de choses, voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille et pourquoi pas le proposer à l'avenir. C'est des pistes qui sont intéressantes à creuser. Mais comme tu disais, le maillot de foot a quand même est en train de prendre beaucoup de place et on se rend compte de ça. Par exemple, avec notre maillot Third cette saison, je pense qu'on a eu beaucoup d'acheteurs qui, par le passé, n'avaient pas forcément acheté de maillot.
même des gens qui sont pas forcément supporters du club, mais qui ont aimé le maillot, ont aimé ce qu'il proposait et qui l'ont acheté soit pour leur collection, soit pour le porter au quotidien. Donc oui, on voit une évolution par rapport à ça et on essaye de suivre ces tendances et de s'appuyer là-dessus. Autre thème que je voulais développer, le lifestyle. C'est devenu un enjeu aussi pour les clubs d'avoir des supporters qui portent le club au quotidien avec des vêtements qui vont au-delà de ce qu'on a connu nous plus jeunes, les simples tenues de sport et qui sont pas forcément toujours très faciles à porter au quotidien, en fonction de nos métiers, j'entends. Là, vous êtes tributaire de votre équipementier. Comment se passe la relation avec eux à ce niveau-là? Comment sont décidées les gammes, les designs? Est-ce que vous êtes force de proposition? Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir avec des propositions? Comment ça se passe? Ouais, sur l'aspect lifestyle, il y a plusieurs choses en fait. La première, effectivement, il y a le lien avec l'équipementier. Et lui, bah, à travers le club, il essaye aussi de montrer un peu son savoir-faire. Et tout équipementier aujourd'hui a forcément du lifestyle et essaye de promouvoir cette partie-là. Donc à travers le club, il va proposer des produits en lien avec sa gamme de produits à lui. Et effectivement, il y a des échanges. Eux, ils ont des gammes de produits qui sont déjà prédéfinies et nous, on vient y mettre un peu notre touche club, soit à travers le logo, soit à travers nos couleurs, soit à travers d'autres choses. Mais le lien est assez étroit entre le club et l'équipementier pour essayer de trouver le meilleur compromis et aussi essayer de trouver des choses qui collent à ce que nos supporters veulent. Et puis après, il y a une deuxième chose, c'est que on développe aussi notre propre gamme de produits Mhm. parce qu'on a de la marque blanche hors équipementier. Et cette marque blanche, eh ben, elle va nous permettre, par exemple, comme le polo vintage, qui n'est pas lié à Lumel aujourd'hui, qui est de la marque blanche. Ben, ça va nous permettre de proposer ce type de produit. Et là, on va plutôt fonctionner club, essayer de répondre aussi aux besoins de nos supporters, parce qu'on a plusieurs typologies de supporters. On a des supporters qui cherchent du vert, du logo à porter de leur côté, du produit très supporter. Et puis on a d'autres qui souhaitent des produits un peu plus discrets, avec des logos ton sur ton, avec des choses un petit peu plus lifestyle à porter tous les jours. Donc voilà, entre notre équipementier et nous, notre marque blanche, on essaie d'avoir une gamme de produits différents, que ce soit au niveau des produits ou au niveau des prix aussi. Forcément, on essaie d'étendre la gamme de prix pour répondre au plus grand nombre, essayer de proposer un maximum de références par rapport à cette gamme de lifestyle. Je reviens un instant sur le maillot du club, parce que c'est clairement sacré pour un supporter. Et on le voit hein, avec le nombre de polémiques qu'il peut y avoir dans divers pays sur des tenues domicile qui sont jugées un peu trop éloignées par rapport aux standards du club, à l'ADN du club, aux couleurs historiques du club. Ça peut être parfois sur des maillots extérieurs, ça peut être sur des maillots Third également. J'imagine que malgré tout, le maillot domicile est le plus vendu et je voulais te demander si tu pouvais nous donner une estimation de la répartition des ventes par maillot. Parce que je pense que c'est assez intéressant parce que tu sais, on entend souvent la petite musique. Oui, mais si le maillot il est fuchsia, ou si le maillot il est orange fluo, ou si le maillot il est jaune fluo, c'est parce que ça plaît aux jeunes. Je parle essentiellement des maillots extérieurs là pour le coup. Ça plaît aux jeunes, donc taisez-vous. Même si vous n'aimez pas, vous êtes trentenaire, quarantenaire et que vous n'aimez pas, l'essentiel c'est que ça plaise aux jeunes. C'est une petite musique qu'on entend souvent du côté des équipementiers. Alors vous, en l'occurrence, vous n'avez pas de maillot fluo, hein. Vous avez des maillots quand même qui sont beaucoup plus classiques. Est-ce que tu as la répartition des maillots, je sais pas, de manière générale, ou ça peut être sur cette saison, par exemple, entre maillots domicile, extérieur et solde? Tout à l'heure, on parlait du maillot Third et c'est vrai qu'on est un peu dans une saison exceptionnelle puisque le maillot Third fait partie des meilleures ventes aujourd'hui. Si je te donne une répartition, en gros, on a 40% de maillots domicile, 40% de maillots Third et le reste est séparé entre le maillot extérieur et le maillot de gardien. Donc voilà, c'est quand même une année exceptionnelle. Généralement, le maillot domicile dépasse largement les 50% de vente de maillots sur une saison. Mais particulièrement cette année, le maillot Third
a conquis un public assez large, ce qui fait que bah, il est quasi à égalité avec le maillot domicile. Mais voilà, on retrouve aussi les codes quand même. Il est vert. C'est ce que j'allais dire, Brice, en fait, le maillot Third, il est quasiment maillot domicile finalement. Enfin, ça pourrait être un maillot domicile. Oui, ça pourrait être un maillot domicile. D'ailleurs, il y a des supporters qui nous l'ont suggéré quand on a sorti ce maillot Surf, D'accord. euh, et qui aurait été très content de le voir à domicile. Après, on reste quand même cohérent. On essaye de faire perdurer ce maillot vert qui est quand même un peu unique puisque peu d'équipes jouent aujourd'hui en vert dans le football français voire européen. Donc et puis ça c'est quand même l'identité de notre club, c'est quand même ce qui fait notre club aujourd'hui. On nous appelle les Verts, c'est pas pour rien. Donc on se doit d'avoir un maillot domicile qui respecte ça. Après sur le maillot Third, on se fait un petit peu plus plaisir. Et justement, comme tu disais, ça peut permettre aussi à d'autres personnes, à d'autres catégories de supporters d'acheter ce maillot-là parce qu'ils vont l'aimer. Mais voilà, en tout cas, on essaye de garantir ce qui fait l'identité du club aujourd'hui, c'est-à-dire le noir, le vert, le blanc, voire le doré, parce que on a aussi du doré sur notre logo. Mais je pense pas que ce soit l'AS Saint-Étienne d'aller sur des couleurs un peu plus flashy, comme peuvent faire d'autres clubs. Là, on a parlé de répartition des trois maillots de vente. Est-ce que Ouais. tu as une idée ou le chiffre de répartition de la vente de tous les maillots par rapport à tous les produits que vous pouvez vendre? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, je sais pas, c'est 50%, 40%, 70%, 80%, je sais pas, 20%. Sincèrement, j'ai aucune idée par rapport à tout l'éventail de produits que vous pouvez vendre. Et pas simplement l'habillement, hein. Vous avez des catégories déco, vous avez des catégories pour l'école, pour les enfants et les adolescents. Vous avez de l'accessoire, vous avez, enfin, il y a quand même pas mal de choses, des tenues d'entraînement aussi, type jogging, etc. De la cuisine, enfin, il y a pas mal de choses. Est-ce que le maillot représente, parce qu'on va y venir tout à l'heure, mais le maillot, la sortie des nouveaux maillots, c'est la grosse période pour un club en termes de merchandising. Quelle est la répartition du maillot, enfin, ou des maillots, on va dire, de manière générale, par rapport à tout le reste? Que ce soit de toute façon, que ce soit en quantité ou après Oui, en en chiffre pourcentage. d'affaires que ça, Ouais. ou en chiffre d'affaires que ça génère, oui, le maillot est de toute façon numéro un. Quand je dis le maillot, c'est tous les maillots additionnés. Si on prend l'exemple d'un soir de match, en gros, le maillot représente 30% des ventes, Ok. que ce soit en quantité ou en chiffre d'affaires, c'est à peu près ça. Et je pense que ça doit se traduire à peu près sur une saison. C'est que 30 à 40% de ce qu'on génère en quantité, en chiffre d'affaires est lié au maillot. Que ce soit, je peux intégrer aussi le pré-game dedans parce que finalement, c'est aussi une sorte de maillot. Mais voilà, c'est quand même un volume très important sur une saison. Comment vous gérez cette relation avec l'équipementier au niveau de la sortie des maillots? Je disais l'élément, le moment phare même plutôt d'une saison au niveau merchandising, mais qui finalement n'implique pas que le merchandising. Ça implique le marketing, ça implique la com, ça implique beaucoup de services dans un club. Comment vous gérez cette relation? Et finalement, c'est pas toujours facile non plus de rendre tout le monde heureux parce qu'il y a l'équipementier évidemment d'un côté, et c'est l'acteur majeur de cette décision-là. Il y a le club, mais dans le club, il y a, donc je le disais, le marketing, la com, le merchandising, les supporters qu'il ne faut surtout pas négliger. Euh, comment vous, comment vous réussissez à tous vous mettre plus ou moins d'accord pour le choix des maillots? Comme tu le disais, c'est vrai que nous, on a une sorte de petit comité en interne qui regroupe effectivement le marketing, la communication, le merchandising et la direction aussi qui est impliquée quand même sur les décisions du maillot. Aujourd'hui, le travail avec Humel, il est assez simple, hein, et c'est là où c'est intéressant. C'est que nous, on fait une sorte de brief sur les axes qu'on aimerait développer sur une saison. Et en fonction de ces axes-là, bah, il y a un échange pendant plusieurs mois pour qu'on aboutisse à quelque chose qui convienne finalement et qui soit un bon compromis pour chacun des services du club. Comme tu disais, on n'a pas les mêmes objectifs entre le merchandising et la communication ou le marketing. Mais voilà, je pense c'est un travail en groupe.
qu'on mène tout au long des mois de conception d'un maillot. Et ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure. On est aussi des garants de l'image du club et de ses valeurs. Et effectivement, on n'oublie pas nos supporters. Et on doit aussi répondre à ce que nos supporters ont envie de voir quand on dévoile les maillots. Ça, forcément, c'est un élément prépondérant de notre réflexion. Vous prenez la température ou même après au niveau des... Alors, évidemment que le nombre de ventes est un premier marqueur, mais est-ce que vous avez, je sais pas, vous mesurez la satisfaction? Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de passer outre les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un monitoring là-dessus, les réactions, les soirs de match, des premiers matchs de la saison? Ah ben, de toute façon, on le voit assez rapidement, hein, dès la sortie d'un maillot. Forcément, les réseaux sociaux, ça va être le premier point premier retour qu'on va avoir. Après, faut faire attention parce que les réseaux sociaux, parfois, c'est pas forcément la réalité de ce que nous, après, on peut vivre en boutique. J'ai deux exemples en tête, hein. C'est que, par exemple, le maillot Third, je reprends encore ce maillot Third, mais il a fait l'unanimité dès le début et ça s'est traduit tout de suite par un succès à la boutique. Ouais. Et puis, par exemple, le maillot anniversaire qu'on a fait pour les 90 ans, qui a eu un accueil plutôt mitigé sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. On était assez déçus au moment du lancement de ce maillot-là. Et finalement, ça a été quand même un succès derrière en boutique. Donc, oui, les réseaux sociaux, forcément, est un bon indicateur. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est va se passer derrière en boutique. Et on le voit tout de suite aussi, hein, c'est que quand on lance un maillot, on voit tout de suite le répondant, on voit le trafic qu'on génère sur notre site, on voit les gens qui viennent en boutique, on discute avec eux, on a leur ressenti et on peut tout de suite mesurer en quelques heures, quelques jours, si c'est un maillot qui va plaire ou si c'est un maillot qui va être compliqué à vendre auprès de nos supporters. On a évoqué, et là tu parlais de la boutique, tu disais aussi on mesure le trafic sur notre site. Évidemment, le site, c'est aussi aujourd'hui un gros canal de vente. Question toute bête. Alors là, je vais te poser la question, je ne sais pas quelle casquette tu vas devoir prendre. C'est la casquette du supporter ou la casquette du responsable merchandising, ça peut être les deux d'ailleurs. C'est quoi un bon site e-commerce d'un club? Après, nous, un club de foot, finalement, ils vendent des produits assez similaires, enfin, qui sortent pas vraiment de l'ordinaire d'un autre site e-commerce. Après, voilà, ce qui fait peut-être la force d'une boutique de supporters, c'est le contenu qu'on va apporter qui va être différenciant d'une marketplace ou d'un revendeur lambda de maillots. C'est que nous, on a accès aux assets et c'est là-dessus où on va essayer de travailler aussi, nous, en interne et à l'avenir. C'est par rapport au contenu qu'on peut proposer sur notre site e-commerce, de voir les maillots portés sur nos joueurs, Mhm. nos joueuses, nos plus jeunes supporters. C'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va donner envie d'acheter un maillot. C'est finalement par les assets qu'on a à disposition et ceux qui sont sur le terrain tous les week-ends. Ça peut être aussi en faisant appel, je reprends l'exemple de la réédition de maillot. Ça peut être aussi en allant chercher de l'archive. Ouais, en allant chercher de l'archive, là, tu prenais l'exemple du maillot Casino qu'on a sorti. Lionel Potillon est un salarié de l'AS Saint-Étienne. Donc, on en a profité pour ressortir les archives de Lionel quand il était joueur de foot à l'AS Saint-Étienne. Et on a fait un petit parallèle entre aujourd'hui et il y a 30 ans quand il portait ce maillot-là. Donc oui, oui, voilà, on a cette force-là d'avoir du contenu à disposition que les autres vendeurs de maillots n'ont pas forcément. Et c'est là-dessus qu'on doit appuyer pour que notre site e-commerce se démarque des autres. Un autre canal de vente que les gens ont peut-être pas en tête, on a parlé de la boutique officielle des verres, on a parlé du site internet e-commerce en l'occurrence. Il y a aussi les revendeurs. Et on n'a pas forcément ça tout de suite en tête, mais les revendeurs, ça peut être par exemple dans des grandes surfaces, ça peut être dans des magasins de sport, ça peut être sur d'autres sites internet spécialisés dans tous les maillots de foot et pas simplement, enfin, tous les articles de foot, d'ailleurs, même pas que les maillots, chaussures, etc., etc., et pas forcément que de l'AS Saint-Étienne. Comment vous développez cet aspect-là? Est-ce qu'il est, est-ce que son importance se mesure vraiment? Je disais, les gens ont pas forcément ça en tête. Est-ce que vous, de votre côté, vous voyez tout l'apport que ça a dans
dans le fait de toucher un public un petit peu différent, par exemple des gens qui vont pas forcément au stade notamment. Et j'ai vu, question complémentaire, ça fait beaucoup de questions en une. J'ai vu qu'en décembre, vous aviez mis un chalet au marché de Noël de Saint-Étienne. Est-ce que vous êtes amené à développer ce concept de boutique éphémère qui est finalement assez tendance? Alors, éphémère lié à un événement de saison, là, hiver, Noël, chalet au centre-ville, le marché de Noël, ça fait sens. Mais est-ce que ça peut être développé aussi, ces boutiques éphémères, sur d'autres moments, type anniversaire du club, type, je sais pas moi, stage de pré-saison à un endroit avec une petite boutique mobile, ce genre de concept-là? Alors pour la partie revente, effectivement, c'est un axe fort, hein. Ça a plusieurs enjeux. C'est d'être présent dans tous les lieux où il y a du trafic, les supermarchés, les grandes surfaces, les magasins de proximité, les bars tabac. Voilà, il y a on a tout un réseau de revendeurs aujourd'hui qui travaillent avec nous et qui revendent nos produits. On a d'ailleurs un commercial qui est dédié à ça, qui n'est pas un salarié du club, qui est indépendant, mais qui nous représente auprès de ces revendeurs-là. Donc Et donc là, c'est un voilà ancrage très aujourd'hui. local, Brice, du coup. Oui, c'est régional. C'est Ok. régional. Voilà, on a on travaille des grandes surfaces, des supermarchés qui sont dans la Drôme, qui sont en Ardèche, dans le Rhône, dans la Loire, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, on a quand même un ancrage qui est un peu plus large que local. Ça peut s'expliquer par plein de choses, hein. C'est soit il y a des bases de supporters présents à l'endroit où il y a un supermarché, soit le directeur du supermarché est un fan du club et, euh, et il a envie d'avoir des produits du club dans son magasin. Donc oui, non, ça c'est un, c'est un canal de distribution qui est important et qui n'est pas négligeable pour le club. Et puis ça a aussi des vertus de communication. On est présent, on peut gérer, on peut leur mettre à disposition de la PLV, on peut leur mettre à disposition plein de choses qui font qu'ils vont mettre en valeur notre club. Ah, Et ça, c'est important. je Ça va nous précise permettre juste aussi. pour les non-initiés, PLV, publicité, lieu de vente, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, on va leur mettre des petites étagères à disposition, on va leur mettre plein de petits éléments visuels pour qu'ils puissent mettre en avant les produits au sein de leur espace de vente. Et donc, bah, c'est un enjeu de communication pour nous, c'est important. Surtout, on a changé de logo Oui. il y a 2 ans et bah, faut faire connaître ce logo-là, faut l'implanter, faut le montrer. Ça nous permet aussi de toucher comme tu disais, des cibles qui sont différentes, des supporters ou en tout cas des sympathisants qui ont peut-être pas forcément l'habitude de venir ici à la boutique. Ça peut être aussi des parents qui vont faire leurs courses et qui passent devant le rayon à Saint-Étienne et qui veulent faire plaisir à leur enfant. On le voit pendant les périodes de Noël, c'est un élément qui est quand même important. Euh, et donc, on s'évertue à développer cette partie-là. Et après, bah, sur les boutiques éphémères et le fait d'aller, nous, à la rencontre de nos supporters, oui, c'est forcément un point important. On l'a fait avec le chalet de Noël cette saison. C'est la première année qu'on faisait ça, qui a plutôt été une réussite, qui a rempli les objectifs qu'on s'était fixés quand on est allé sur le chalet de Noël. Ça nous a permis de rencontrer aussi des gens qui ne connaissaient pas la boutique ou qui voulaient aussi faire un cadeau, un achat d'impulsion. Ça nous a permis aussi d'être présents au centre-ville, parce que ça, c'est un vrai objectif du club aujourd'hui, c'est d'être plus présent au sein au sein du centre-ville, de se réapproprier le centre-ville. On le fait par l'intermédiaire d'événements, mais le merchandising peut aussi participer à ça. On fait des événements au moment des lancements de maillots. On essaie de le faire de plus en plus au centre-ville de Saint-Étienne. On l'a fait avec le tournoi des Sept Collines l'année dernière. Et bah, la boutique s'associe à ce genre d'événement pour proposer, bah, quand on lance un maillot, forcément, on va avoir les nouveaux maillots à disposition. Et à l'avenir, bah oui, on va essayer de multiplier ces points de vente. On le fait un petit peu par l'intermédiaire aussi de notre Kids Club, euh, qui, euh, qui regroupe des enfants supporters
et qui se déplacent sur la période d'été, des vacances scolaires, un peu partout dans le département. C'est en lien avec le département. Ils mettent en place des animations pour les enfants. Et nous, on va sur ces petits événements-là pour mettre en place des petites boutiques éphémères. Donc oui, on va essayer de développer ça à l'avenir. Et je pense que c'est important. Ça nous permet aussi de sortir un petit peu de ce qu'on peut faire au quotidien à la boutique et d'aller discuter avec des gens qu'on ne rencontre pas forcément tous les jours. Les entreprises, de manière générale, hein, pas simplement liées au sport ou au football, sont de plus en plus amenées à développer leur RSE, leur responsabilité sociale, environnementale. C'est un vrai enjeu aujourd'hui. Un thème qui revient très souvent dans l'actualité à tous les niveaux de l'industrie, le Made in France. C'est pas toujours simple à mettre en place. C'est pas toujours simple non plus pour les clubs de football de mettre cet aspect en place. Comment vous gérez à la fois le côté, évidemment que tout le monde a envie que le maximum de produits soit made in France ou en tout cas une production plus géographiquement acceptable, et le côté aussi du coût, le côté de la capacité de production, le côté de la réactivité, tout ce genre du volume aussi parfois, tout ce genre de choses-là. Ah, effectivement, il y a plusieurs difficultés en fait quand on essaye de faire du local. Donc oui, on a, justement, je parlais de Lionel Potillon tout à l'heure, qui est en charge du RSE au sein du club et qui essaye de faire passer les messages et d'essayer de développer ça au club. Et forcément, le merchandising a son mot à dire et sa part de responsabilité là-dedans. Donc, on essaie de localiser au maximum. On essaie de trouver des acteurs locaux qui peuvent nous proposer des produits. On le fait par exemple aujourd'hui avec les écharpes. On produit des écharpes à 40 km du stade Geoffroy Guichard, dans la Loire. Et ça nous permet de valoriser à la fois les artisans locaux et aussi nos produits, voilà, je pense que les gens sont attachés à ça. Et un supporter, peut-être entre deux écharpes, il va peut-être aller vers celle qui est fabriquée à côté de chez lui plutôt qu'une écharpe qui est fabriquée plus loin. Donc on essaye au maximum de localiser. Malheureusement, on peut pas toujours le faire pour plusieurs raisons. Comme tu disais, il y a les prix. Euh, nos supporters nous demandent des prix aussi qui soient raisonnables et attractifs. Et parfois, malheureusement, quand on fait du local, on se retrouve avec des prix qui sont pas dans ce que peuvent attendre nos supporters. Et puis, il y a aussi le fait de trouver des fournisseurs qui sont capables de produire certaines choses. Ouais, il y a même certains produits qui sont impossibles à faire en local, voire au niveau européen. Donc, malheureusement, en tout cas, on est obligé d'aller un petit peu plus loin et parfois de faire des produits un petit peu plus loin que l'Europe. Donc voilà, c'est une vraie difficulté, mais on essaye au maximum de le faire. On produit de plus en plus, notamment en Europe, au Portugal pour la partie textile. Ça, c'est un vrai enjeu chez nous. Ça a aussi ses vertus, c'est que produire en local, ça nous permet parfois d'avoir des quantités un petit peu moins élevées et de pouvoir proposer sans doute un peu plus de produits, de pouvoir faire des nouveaux produits, de pouvoir faire plein de choses avec un acteur local. Donc voilà, on essaie de développer au maximum. C'est pas forcément tout le temps le cas sur tous les produits, mais on essaie de le faire au mieux. Je voyais l'écharpe, notamment à laquelle tu faisais référence. Ouais, Site internet Made in France, écharpe fabriquée dans la Loire, à Rosiers en Donzy, à exactement 38 exactement. km du stade Geoffroy Guichard, et elle est à 10 euros. Donc c'est le prix habituel d'une écharpe finalement. Donc sur ce truc-là, enfin sur ce produit-là, vous avez réussi à être en gros à peu près dans les mêmes tarifs que ce qu'on voit et qui n'est pas produit en France. Ça peut être aussi une volonté de l'artisan aussi de se dire que bah c'est un aussi pour lui c'est une belle vitrine d'avoir l'AS Saint-Étienne qui vient lui faire confectionner un produit aussi populaire qu'une écharpe de foot. Je me posais une petite question sur la relation des joueurs par rapport à toi. Est-ce que tu peux demander une activation sur des lancements de maillots? Alors, lance-maillot, c'est un peu délicat.
enfin, c'est pas que c'est délicat, mais t'as presque l'impression que sans activation particulière, les nouveaux maillons sont tellement attendus que ces nouveaux maillons vont quand même se vendre. Mais au cours de la saison, est-ce que tu peux demander une activation à la cellule professionnelle pour de la dédicace de maillots que les gens viendraient acheter en boutique? Est-ce que tu... Alors, je dis maillot, mais ça peut être autre chose, hein, tout type de produit qui peut être dédicacé, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà, que tu as envie de faire, que tu as envie de faire plus souvent? Ouais, de toute façon, même pour les lancements maillots, on va pas se le cacher, hein, le fait d'avoir les joueurs quand on lance un maillot, ça attire plus de monde. Ouais. C'est un vrai facteur de réussite quand tu lances un maillot. On peut pas passer à côté. Puis le maillot est quand même intimement lié aux joueurs et aux joueuses. Donc on peut pas forcément s'en passer sur ces temps-là. Et on s'appuie, que ce soit pour la partie contenu ou ensuite au moment des lancements, on s'appuie sur nos joueurs. Ça fait partie des priorités dans une saison. Ensuite, il y a pas mal d'activations qu'on mène avec nos joueurs. Par exemple, hier avec le lancement du maillot vintage, et ben on a fait porter le maillot à un joueur qui était en conférence de presse d'avant-match hier après-midi. Donc voilà, on s'appuie sur le sportif, on s'appuie sur la communication pour parfois mettre en avant des produits. On l'a fait au moment des 90 ans où on avait une collection liée aux 90 ans où tous les joueurs ont porté ces produits-là en arrivant au stade. On va pas le faire systématiquement parce que voilà, on est bien conscient que solliciter à chaque fois le sportif, ça a pas, voilà, ça a ses impacts et on peut pas le faire tout le temps. Mais sur des temps forts, on va pas passer à côté, on va les solliciter. Ça nous arrive aussi de faire des dédicaces à la boutique. Ça permet aussi de remercier nos supporters et de faire venir des joueurs en boutique. C'est quelque chose qui est gratifiant. Donc ouais, on se prive pas en tout cas de l'activation. Après, c'est un échange avec le sportif, avec la communication, avec la direction pour savoir si on peut le mettre en place ou pas et dans quelle mesure. Après, il y a pas mal de contraintes liées aux sportifs entre les déplacements, entre les entraînements, entre les jours de repos aussi de de nos joueurs. Donc voilà, faut faire avec. Mais oui, on s'appuie forcément sur eux. C'est un vrai facteur de vente de nos produits. Faut qu'on parle d'un certain Timothée Brice. Vas-y, parlons-en. C'est obligatoire, évidemment. Acteur tendance du moment, jeune acteur franco-américain, fan de la SSE. Timothée Chalamet, qui le montre d'ailleurs qu'il est fan de la SSE sur ses réseaux sociaux. Quand il vient en France, on le questionne souvent sur son rapport à la SSE. Alors, c'est assez simple. À quand la séance de dédicace avec Timothée à Geoffroy Guichard? À quand Timothée sur la boutique officielle du club comme égérie de la SSE portant le maillot est présent sur toutes les pages du site internet de la SSE? Blague à part, Alors, blague à part évidemment. J'imagine que pour vous, c'est une superbe pub d'avoir un acteur de renom qui expose la SSE à un public plus international. ah bah c'est forcément quelque chose d'hyper positif. Voilà, je pense que aujourd'hui si tu as un acteur comme tu disais qui est inspirant, qui a la cote auprès de d'un public hyper large au niveau international, c'est difficile de trouver mieux. Et ouais, à chaque fois que qu'il vient en France pour faire la promo de ses films, on lui parle de l'AS Saint-Étienne. Il a un vrai attachement au club. On l'a vu il y a quelques jours sur le plateau de Quotidien. Je pense que tout le monde a vu ces images-là. C'est quelque chose d'important pour nous. C'est quelque chose sur lequel on s'est appuyé parce que ça valorise le club. En plus, c'était des images hyper sympas, voilà, hyper naturelles de sa part. Il y avait rien de programmé par rapport à ça. Il le fait de manière hyper naturelle. Donc, c'est tout bénéf pour nous. Et on va continuer d'échanger avec lui et je l'espère le voir à Geoffroy Guichard dans quelques mois. Il va falloir trouver un petit créneau dans son agenda très, très chargé. Mais on désespère pas.
Est-ce que tu as senti ou vu, plus que sentir, un frémissement sur des commandes à l'international à des moments de prise de parole de Timothée Chalamet ou pas du tout? Moi, on a des petits frémissements, on a des petites commandes qui viennent de différents pays, on a pas mal de réseaux sociaux. Oui, on le sent un petit peu. Après, c'est pas une révolution, mais ça a son petit impact, ça a son petit effet, et ça peut que valoriser l'image de notre club. Est-ce que toi, tu t'inspires de ce que peuvent faire d'autres clubs de foot au niveau merchandising ou même d'autres sports d'ailleurs? Évidemment, on a tous en tête les sports US qui sont un peu les rois de la conso, mais leur approche du sport est un petit peu différente. Mais quand bien même, est-ce que tu regardes un peu ce qui se fait en France, à l'étranger, sur d'autres sports, et peut te donner des idées sur des manières de communiquer autour du merchandising, sur des types de produits à développer, sur des expériences à proposer en jour de match. Est-ce que tu regardes ça de près? Ouais, je regarde ça de près parce que je suis aussi un fan de foot et ça m'arrive d'aller dans d'autres stades. Récemment, je suis allé à Bordeaux pour le match contre Saint-Étienne. Ça m'a permis de découvrir un peu comment ils fonctionnaient le jour de match, comment ils mettaient en avant leurs produits, de discuter aussi avec mes homologues dans d'autres clubs. La Ligue peut faire ce lien aussi parfois, donc c'est des choses qui sont intéressantes. Je te cache pas que maintenant, chaque vacances, avec ma petite famille, il y a un petit pèlerinage souvent à la boutique du club local. Ça peut aussi arriver. Et puis non, je m'inspire forcément d'autres cultures. Par exemple, l'Allemagne est forcément un marché qui est hyper intéressant. Ils ont une base de supporters voilà, qui est pas trop comparable en Europe. Leurs stades sont pleins à chaque match. Leur merchandising est hyper développé. Je pense que c'est sans doute les boutiques de clubs où il y a les choses les plus incroyables qu'on peut trouver. Et forcément, on s'inspire. Ça donne des idées, ça donne voilà, des petites sources d'inspiration. Après, le marché US, comme tu le disais, c'est un marché qui est un peu différent du nôtre. On peut s'inspirer de l'expérience, mais je pense que c'est parfois impossible de le transposer ici, chez nous en France, voire en Europe. Donc moi, perso, c'est plutôt vers les pays européens, vers l'Italie, vers l'Allemagne, vers l'Angleterre que j'essaie d'aller voir ce qui se fait. Et je te cache pas que parfois, quand je vois un produit cool dans un autre club, j'essaie de trouver le fournisseur qui a pu faire ça et d'essayer de le proposer à nos supporters aussi. On arrive au bout de l'entretien, Brice, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Soit tu as un nom en particulier à me soumettre, soit ça peut être donner un métier lié au football que tu aimerais que les auditeurs puissent approfondir. Tout à l'heure, on parlait des maillots. Je pense que c'est quand même un point qui intéresse les supporters et les autres clubs. Aller voir un équipementier, parler avec un équipementier et voir sa relation qu'il peut avoir avec les clubs ou le club ou les clubs avec lesquels il travaille. Je pense que c'est un point intéressant. Donc, si un jour tu peux avoir un responsable de sport marketing chez un équipementier, ça peut être intéressant d'avoir de l'autre côté comment se passe la relation avec les clubs. Bah, c'est évidemment une chose que je compte faire. Je me penche beaucoup en ce moment sur les chaussures de foot. Et c'est vrai que au-delà même du maillot, la chaussure de foot est un produit qui m'intrigue beaucoup et il y a des mécanismes que j'aimerais comprendre et faire découvrir aux éditeurs. Donc, il y a évidemment quelque chose à creuser de ce côté-là dans les prochaines semaines. Merci Brice Masno pour ta disponibilité, ton temps. Je te souhaite évidemment Merci à à toi. toi ainsi qu'à ton club une bonne fin de saison en L2. Et puis on se dit à très vite. À très vite. Merci. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.
N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.